Cette nuit, je veux te raconter quelque chose qui t'est sans doute déjà arrivé, sans que tu aies jamais vraiment réfléchi. Imagine un soir d'été, la lumière qui décline, l'herbe haute d'un pré ou le bord tiède d'un sentier de campagne. Tu marches, l'esprit ailleurs, occupé de mille pensées légères, et tout à coup, sans que rien ne t'ait prévenu, ton pied s'arrête net, en plein élan. Ton souffle se suspend. Ton corps entier se fige d'un seul bloc, comme saisi par une main invisible. Ton cœur, lui, part au galop dans ta poitrine. Et ce n'est qu'après, une fraction de seconde plus tard, que ton regard se pose enfin sur ce qui t'a arrêté. Une forme allongée sur le sol, sinueuse, immobile dans l'ombre. Une branche tombée, peut-être. Ou un tuyau d'arrosage oublié là. Ou bien, cette fois, un vrai serpent, lové dans la pénombre. Tu ne le sais pas encore. Mais ton corps, lui, a déjà décidé. Il s'est arrêté avant toi. Il a eu peur avant toi. Il a agi avant que le toi qui pense, qui nomme, qui comprend, ait eu le temps de dire un seul mot. C'est de cet instant que je veux te parler cette nuit. De cette étrange petite éternité, ce battement suspendu entre le moment où ton corps réagit et le moment où tu comprends. Car dans cet intervalle minuscule se cache un des secrets les plus troublants de ce que tu es. Il s'y révèle qu'il y a, en toi, quelque chose de plus rapide que toi. Quelque chose qui voit avant que tu vois, qui juge avant que tu juges, qui sonne l'alarme et fiche tes muscles avant que ta conscience ait seulement été mise au courant. Ce quelque chose ne t'appartient pas en propre. Il est bien plus vieux que toi, plus vieux que tes parents, plus vieux que les premiers hommes, plus vieux même que ton espèce tout entière. C'est un héritage, une voie secrète tracée dans ta chair il y a des millions d'années, et que tu portes en toi cette nuit encore, tandis que tu reposes, tranquille, dans la tiédeur de ton lit, à milieu de toute herbe haute et de tout serpent. Rassure-toi tout de suite, avant que nous n'allions plus loin. Il n'y a, cette nuit, aucun danger autour de toi. Ta chambre est close, ton lit est sûr, et la seule chose que je te propose, c'est de descendre avec moi, en pensée et en douceur, à la rencontre de cette part ancienne de ton cerveau, pour comprendre comment elle fonctionne et d'où elle vient. Non pas pour t'effrayer, bien au contraire, pour t'apprendre à la connaître, et peut-être, au bout du chemin, pour t'en émerveiller. Car ce que tu prends parfois pour un simple sursaut de frayeur est en vérité l'une des plus belles machineries que l'évolution ait jamais façonnées, une gardienne infatigable, si fidèle et si prompte qu'elle veille sur toi depuis un temps que l'esprit peine à embrasser. Et quand tu l'auras comprise, tu pourras te reposer plus tranquille encore, en sachant qu'elle monte la garde pendant que le reste de toi s'abandonne au sommeil. Reviens un instant, avec moi, à cet instant suspendu dans l'herbe, et goûtons en tout le détail, car il mérite qu'on s'y attarde. Il s'y est passé, en moins d'une seconde, une cascade d'événements d'une précision stupéfiante. Ton pied, déjà en l'air, prêt à se poser, s'est arrêté à mi-course, comme retenu par un fil. Les muscles de tes jambes se sont raidis. Ton diaphragme s'est bloqué, retenant l'air au fond de tes poumons. Tes pupilles se sont dilatées d'un coup pour laisser entrer plus de lumière. Ton attention, jusque-là éparpillée sur mille riens, s'est resserrée d'un seul mouvement, comme un faisceau qui se concentre sur cette seule forme au sol. Le reste du monde a disparu. Les fleurs du talus, le chant des oiseaux, la couleur du ciel, tout s'est effacé, et il n'est resté que cette silhouette sinueuse, découpée sur le fond de l'herbe, occupant tout ton champ de conscience. Et rien de tout cela, absolument rien, tu ne l'as décidé. Ton corps l'a fait pour toi, à ta place, avant toi. Tu n'as été que le témoin, arrivé en retard sur la scène, d'une décision déjà prise en ton nom. Ce figement, cette immobilité soudaine, porte d'ailleurs un sens très ancien, que je veux faire comprendre. On croit souvent que, face au danger, le corps ne connaît que deux réponses, fuir ou combattre. Mais il en existe une troisième, plus vieille encore, plus fondamentale, se figer. S'arrêter net, se faire immobile, cesser tout mouvement. Car bien des prédateurs, et le serpent tout le premier, repèrent leur proie au mouvement. Une chose qui bouge attire l'attaque, une chose tout à fait immobile peut passer inaperçue. Alors, devant la forme sinueuse, ton corps a choisi, sans te consulter, la plus vieille sagesse de toutes. Ne plus bouger, se pétrifier, disparaître dans l'immobilité, le temps que la voix lente ait fini d'examiner la menace. Cette immobilité, ce n'est pas de la passivité ni de la faiblesse. C'est une stratégie ancienne, éprouvée,
gravé en toi, qui a sauvé d'innombrables vies avant la tienne. Ton corps, en se figeant, obéissait à une leçon apprise il y a des millions d'années. Il y a, dans cet instant de saisissement, une expérience étrange que tu as peut-être déjà éprouvée, le sentiment que le temps lui-même ralentit. Dans la fraction de seconde où ton corps se fige, il te semble parfois que tout s'étire, que l'instant se dilate, que tu as le loisir de voir chaque détail avec une netteté inhabituelle. Ce n'est pas que le temps ait vraiment changé de cours, c'est que ton cerveau, mis en état d'alerte, se met à enregistrer le monde avec une densité extraordinaire, à capter et à graver bien plus d'impressions qu'à l'ordinaire. La vieille alarme, en s'allumant, a ouvert grand les vannes de l'attention, et ce flot soudain, ce trop-plein d'instants gravés, te donne, après coup, l'impression que la scène a duré plus longtemps qu'elle ne l'a fait. C'est la marque de l'urgence ancienne. Quand le danger rôde, chaque miette de temps devient précieuse, et le cerveau la remplit à ras-bord, comme s'il voulait ne rien manquer de ce qui pourrait te sauver. Ce ralenti que tu ressens n'est pas une magie du temps, mais la vigilance elle-même, portée à son comble, qui grave la scène dans ta mémoire avec une force telle que tu t'en souviendras, peut-être, toute ta vie. Il est frappant de songer que cette même intensité, ce même relief donné à l'instant, tu ne le dois qu'à une très vieille peur, façonnée jadis pour te tenir en vie. Pour comprendre comment un tel prodige est possible, il faut que je te fasse voir ce qui arrive à la lumière, une fois qu'elle est entrée par tes yeux. Nous croyons, d'ordinaire, que nous voyons d'abord, et que nous réagissons ensuite. Que le monde entre par nos yeux, que notre esprit le reconnaît, l'identifie, le nomme, et qu'alors seulement, une fois le danger reconnu, la peur monte et le corps répond. C'est ainsi que les choses nous semblent se dérouler, dans l'ordre paisible du bon sens, voir, comprendre, puis réagir. Mais ce n'est pas du tout ainsi que cela se passe, tout au fond de toi. L'ordre y est inversé, bouleversé. Ton corps réagit d'abord, et tu comprends après. La peur jaillit avant la reconnaissance. Le sursaut précède la pensée. Et cela n'est pas un défaut, une erreur de fabrication. C'est au contraire le fruit d'une très ancienne sagesse, gravée dans l'architecture même de ton cerveau. Car dans un monde où traîne parfois un serpent dans l'herbe, celui qui attend d'avoir compris pour réagir arrive toujours trop tard. Mieux vaut sauter 100 fois pour une branche que de rester une seule fois immobile devant un vrai danger. Suivons donc ce voyage de la lumière, pas à pas. Dans l'herbe haute, les rayons du soir se réfléchissent sur la forme sinueuse posée au sol. Ils voyagent jusqu'à toi, ils franchissent tes pupilles et viennent frapper le fond de tes yeux, cette fine tapisserie de cellules sensibles qu'on nomme la rétine. Là, la lumière se change en signal, en une pluie de minuscules impulsions électriques qui vont filer vers ton cerveau par un grand câble nerveux. Et c'est ici, juste ici, que se joue tout le mystère de cette nuit. Car ce signal, une fois entré dans ta tête, ne suit pas un seul chemin. La route se divise. Elle se sépare en deux voies distinctes, deux chemins qui partent du même point mais ne vont pas à la même vitesse, ni au même endroit, ni vers le même genre de savoir. Deux façons, pour ton cerveau, de traiter ce que tes yeux viennent de capter. Deux vitesses de la vision, deux manières d'être averti du monde. La première de ces voies, c'est la grande, la noble, la savante. C'est celle que nous connaissons le mieux, celle qui fait de toi un être qui voit vraiment le monde. Elle conduit le signal, sans hâte, vers l'arrière de ton crâne, tout au fond, jusqu'à une vaste région qu'on appelle le cortex visuel. Là se déploie un travail d'une finesse inouïe. Le cortex démêle les formes, distingue les couleurs, reconstruit les contours, assemble les détails, compare avec tes souvenirs, et finit par te livrer une image nette, riche, tout à fait consciente. C'est grâce à cette voix que tu peux dire, en regardant la chose au sol, « Ah, ce n'est qu'une branche », ou bien c'est une couleuvre, elle est inoffensive, ou encore c'est une vipère, il faut m'écarter. Cette voix te donne le monde en clair, elle te donne la reconnaissance, le nom, le sens. Mais tout ce travail admirable a un prix, et ce prix, c'est le temps. Démêler ainsi le monde, le reconstruire dans toute sa richesse, cela demande de nombreux relais, de nombreuses étapes, et donc de précieuses fractions de secondes. Cette voie est magnifique, mais elle est lente. Or, dans l'herbe haute, face à un serpent lové, ces fractions de secondes peuvent être toute la différence entre la vie et la morsure. Le corps ne peut pas se permettre d'attendre que le cortex ait fini son bel ouvrage. Alors la nature,
au fil d'un temps immense, a creusé un raccourci. Une seconde voie, plus courte, plus fruste, mais bien plus prompte. Une voie souterraine, secrète, qui ne monte pas jusqu'aux hauteurs savantes du cortex, mais file au ras du cerveau, par en dessous, par des structures anciennes et profondes, pour arriver à destination bien avant que la belle image consciente ne soit prête. On l'appelle parfois la voie basse, ou la voie rapide. Et c'est elle, cette nuit, qui nous intéresse. C'est elle qui a figé ton pied dans l'herbe. C'est elle qui a eu peur avant toi. C'est elle, cette antique voie souterraine, dont je veux te faire suivre le tracé. Laisse-moi donc te faire suivre le trajet de cette voie basse, relais après relais, car il est fascinant. Le signal, en quittant tes yeux, envoie une partie de lui-même non pas vers l'arrière du crâne, mais vers le centre profond de ton cerveau, vers de vieilles structures que nous partageons avec des animaux bien plus anciens que nous. Il passe d'abord par un petit relais posé sur le toit du tronc cérébral, une bosse ancienne que les anatomistes nomment le colliculus supérieur, et qui, chez nos lointains ancêtres, servait déjà à s'orienter d'un coup vers ce qui bouge, vers ce qui surgit. De là, le signal file vers une autre structure, plus discrète encore, un petit noyau niché au cœur de cette masse centrale du cerveau qu'on appelle le thalamus. Ce petit noyau porte un nom doux et curieux, un nom venu du latin, qui veut dire coussin. On l'appelle le pulvinar. Retiens bien ce nom, le pulvinar, car il sera le héros discret de notre histoire. C'est un carrefour, une plaque tournante, un poste de guet posé sur la voie rapide. Et de ce coussin nerveux, le signal bondit enfin vers sa vraie destination, vers le cœur battant de la peur. Une petite structure en forme d'amande, tapie de chaque côté au fond de ton cerveau, et qu'on nomme pour cela l'amygdale. Il faut que tu mesures combien ces structures que nous venons de traverser sont anciennes, car cela ajoute à leur mystère. Le colliculus, le pulvinar, l'amygdale ne sont pas des inventions récentes du cerveau humain. Ce sont des parties très vieilles, que nous partageons, sous des formes voisines, avec quantité d'autres animaux, jusqu'à des créatures dont nous nous sommes séparés il y a des centaines de millions d'années. Ces relais profonds étaient déjà là, à l'œuvre, dans le cerveau de nos très lointains ancêtres, bien avant qu'apparaisse le grand cortex savant, cette écorce plissée et récente qui fait notre intelligence. Ton cerveau, en un sens, est comme une vieille maison à laquelle on aurait ajouté, au fil des âges, des pièces nouvelles sans jamais détruire les anciennes. Les fondations, les caves, les premiers murs sont toujours là, sous les étages plus récents. Et la voie rapide, la voie de la peur, court justement par ces fondations anciennes, par ces couloirs du sous-sol qui existaient bien avant les beaux salons de la conscience. Quand ton corps se fige devant un serpent, ce ne sont pas les étages nobles qui répondent les premiers, mais la vieille cave, le socle ancien, cette part de toi qui plonge jusqu'aux origines mêmes de la vie animale. Tu portes en toi, sans le savoir, un cerveau bâti par couches, comme la terre elle-même est bâtie par strates, et la peur du serpent monte de ses couches les plus profondes. L'amygdale, c'est la sentinelle. C'est la vieille tour de guet de ton cerveau, la gardienne qui ne dort jamais tout à fait. Son rôle, depuis des temps immémoriaux, est de veiller sur ce qui menace, de flairer le danger, et de déclencher, à la moindre alerte, toute la cascade de la peur. C'est elle qui, en un éclair, ordonne à ton cœur de s'emballer, à ton souffle de se suspendre, à tes muscles de se figer ou de bondir, à tout ton corps de se préparer à fuir ou à se défendre. Elle n'a pas besoin de savoir au juste ce qui l'a alarmée. Elle n'a pas le temps pour cela. Il lui suffit d'une esquisse, du nombre de dangers, d'un motif qui ressemble de loin à une vieille menace, pour tout déclencher. Et c'est justement cela qui rend la voie basse si rapide. Elle porte à l'amygdale non pas une image nette et détaillée, mais une ébauche grossière, une silhouette, un contour flou et sommaire. Assez pour dire attention, quelque chose de sinueux, là, au sol, mais pas assez pour dire c'est une branche ou c'est un serpent. Le tri fin viendra plus tard, par l'autre voie. Pour l'instant, l'alarme suffit, et l'alarme sauve. Laisse-moi te décrire, dans le détail, ce que déclenche cette petite sentinelle quand elle sonne l'alarme, car c'est une cascade d'une orchestration admirable. En un éclair, l'amygdale envoie ses ordres dans tout le corps, par les nerfs et par le sang. Des glandes, aussitôt, libèrent une bouffée de substances qui vont préparer ton corps à l'action. Ton cœur accélère pour envoyer plus de sang aux muscles, ta respiration change de rythme pour capter plus d'air, tes pupilles s'ouvrent pour mieux voir,
le sucre afflue dans ton sang pour te donner de l'énergie, et le sang lui-même se retire des régions qui peuvent t'attendre, pour se porter là où il faudra peut-être fuir ou frapper. Tout cela en une fraction de seconde, sans que tu l'aies voulu, sans que tu en saches rien. C'est ce qu'on appelle parfois la réponse de combat ou de fuite, ce grand branle-bas du corps qui te met, en un instant, en état de tout donner. Et le plus étonnant, c'est la vitesse de cette mobilisation. Avant même que tu aies conscience du danger, ton corps entier est déjà tendu, prêt, mobilisé. Voilà pourquoi, après une telle frayeur, il te faut un moment pour revenir au calme. Le corps, une fois lancé dans cette grande alerte, met du temps à redescendre, à ranger ses armes, à défaire tout ce qu'il avait préparé pour rien. Ce lent retour au calme, tu le connais bien. C'est ce moment, après la peur, où le cœur bat encore un peu vite alors que déjà l'esprit sait qu'il n'y a plus de danger. Il faut que tu saisisses bien pourquoi cette ébauche grossière est un avantage, et non un défaut. On pourrait croire qu'il vaudrait mieux, toujours, une image nette et sûre. Mais réfléchis à ce que cela coûterait. Pour obtenir une image nette, il faut du temps. Et pendant ce temps, le serpent, lui, n'attend pas. La voie rapide fait donc un pari de survie. Elle préfère une information pauvre mais immédiate à une information riche mais tardive. Elle accepte de se tromper souvent, de sonner l'alarme pour une simple branche, pour un bâton, pour une racine tordue, parce que le coût de ces fausses alertes est dérisoire, tandis que le coût d'une seule alerte manquée pourrait être la mort. C'est un calcul très ancien, et très sage à sa manière. Vaut-il mieux sursauter 100 fois pour rien, ou manquer une seule fois le serpent véritable? Pour tes ancêtres, la réponse ne faisait aucun doute, et l'évolution a tranché en faveur de la prudence excessive. Voilà pourquoi la voie rapide est un peu paranoïaque, un peu prompte à s'affoler, parce que ceux qui ne l'étaient pas assez n'ont pas laissé de descendants. Voilà donc, tout au fond de toi, ces deux vitesses qui coexistent. La voix haute, lente et savante, qui te livre le monde en clair et te dit ce que sont vraiment les choses. Et la voix basse, rapide et fruste, qui ne te dit presque rien mais qui te sauve, en déclenchant l'alarme avant même que tu aies compris. Un physiologiste qui a beaucoup étudié ces circuits de la peur, un chercheur du nom de Ledoux, a rendu cette image célèbre en parlant d'une voix basse et d'une voix haute, d'un chemin court et d'un chemin long. La voix courte, disait-il en substance, c'est celle du réflexe, de la peur brute, qui préfère se tromper 100 fois par excès de prudence plutôt que de manquer une seule fois un vrai danger. La voix longue, c'est celle de la nuance, du discernement, qui vient ensuite corriger, apaiser ou confirmer la première alarme. La voix courte crie danger. La voix longue répond, un instant plus tard, ne t'inquiète pas, ce n'était qu'une branche. Et c'est bien pour cela que, dans l'herbe haute, ton corps s'est figé d'abord, et n'a compris qu'après. La voix courte avait déjà tiré la sonnette d'alarme avant que la voix longue ait seulement ouvert les yeux. Tu connais d'ailleurs cette voix rapide bien au-delà des serpents, car elle agit en toi tous les jours, dans 1000 petites circonstances. C'est elle qui te fait retirer la main d'une surface brûlante avant même d'avoir senti la douleur. C'est elle qui te fait cligner des yeux quand quelque chose file vers ton visage, rattraper au vol un objet qui tombe avant d'avoir compris qu'il tombait, faire un écart sur le trottoir devant un obstacle que tu n'avais pas encore remarqué. Dans tous ces instants, ton corps agit avant ta pensée, il te protège avant que tu aies eu le temps de décider quoi que ce soit. Tu as sans doute déjà éprouvé cette étrange sensation d'avoir déjà réagi avant de comprendre pourquoi, ce petit décalage où la main a bougé, où le pied a freiné, où le corps s'est protégé, tandis que la conscience, elle, arrivait juste après, comme essoufflée, pour constater ce qui venait de se faire sans elle. Ce n'est pas un dérèglement, ni un accident, c'est le fonctionnement le plus normal et le plus ancien de ton être. La voix rapide veille sur toi à chaque instant, dans les grands frayeurs comme dans les plus humbles gestes du quotidien, et le plus souvent ne t'en aperçoit même pas. Elle est la servante invisible de ta survie, celle qui travaille en silence pour que tu puisses, toi, vivre l'esprit libre, occupé de tes pensées, sans avoir à surveiller chaque danger. Le serpent n'est que le plus ancien, le plus emblématique de tous les périls qu'elle guette, mais son zèle, lui, s'étend à toute ta vie. Arrête-toi un instant sur cette pensée, dans le calme de cette nuit, car elle est vertigineuse. Il y a, en toi, deux toi qui regardent le monde. L'un est rapide, ancien, silencieux, souterrain, il ne parle pas, il n'explique rien, il agit. L'autre est lent, savant, conscient. C'est celui que tu appelles moi,
celui qui pense, qui nomme, qui raconte. Et le premier a toujours une longueur d'avance sur le second. Quand ton pied s'est arrêté dans l'herbe, ce n'est pas toi qui as décidé de t'arrêter. C'est l'autre, le rapide, l'ancien, qui agit le premier, et qui t'a laissé, à toi, le soin de comprendre après coup ce qui venait de se passer. Tu croyais tenir les commandes de ton propre corps. Et voici que tu découvres qu'une part de toi, plus vieille et plus prompte, prend parfois les commandes à ta place, sans te demander ton avis, sans même t'avertir. C'est là le vrai vertige de cette histoire, non pas le serpent, mais cette révélation que quelque chose agit en toi avant toi. Et pourtant, il ne faut pas s'en effrayer, ni s'en sentir dépossédé. Car cette part rapide n'est pas une étrangère. Elle est toi, tout autant que l'autre. Elle est même, en un sens, la plus fidèle des servantes, celle qui veille quand ta conscience est distraite, qui garde l'œil ouvert quand ton esprit vagabonde. Songe à tout ce que tu manquerais si tu ne disposais que de la voix lente, si tu devais tout comprendre avant de pouvoir réagir. Tu marcherais dans le monde comme un savant absorbé dans ses pensées, incapable de sauter à temps devant ce qui surgit. La voix rapide est ce qui te garde vivant pendant que la voix lente réfléchit. Elle est le réflexe de survie fait chair, le fruit d'un très long apprentissage que ton espèce a payé au prix fort, génération après génération, dans un monde bien plus dangereux que ta chambre paisible de cette nuit. Mais il nous reste à percer le plus étrange de tout. Car tu pourrais te demander, pourquoi les serpents, au juste? Pourquoi cette forme sinueuse, plutôt qu'une autre, déclenche-t-elle si vite l'alarme? Pourquoi ton corps semble-t-il, dès avant toute pensée, savoir reconnaître un serpent, se méfier d'un serpent, se figer devant un serpent? Ce n'est pas toi qui as appris cela. Tu n'as sans doute jamais été mordu. Tu n'as peut-être même jamais vu de serpent vivant de ta vie. Et pourtant, cette forme précise, ce dessin ondulant sur le sol, réveille en toi une prudence que rien, dans ton existence personnelle, ne semble justifier. D'où te vient donc ce savoir que tu n'as pas appris? Comment ton corps peut-il connaître le serpent sans jamais l'avoir rencontré? C'est ici qu'entre en scène une hypothèse audacieuse, belle et débattue, qu'une chercheuse a proposée il y a une vingtaine d'années, et qui porte un nom que je te livre tel quel, la théorie de la détection des serpents. Celle qui l'a formulée est une anthropologue nommée Lynn Isbell, une spécialiste des primates, qui l'a énoncée au grand jour dans les années 2000. Son idée est aussi simple qu'elle est renversante, et je vais te la dérouler avec soin, car elle éclaire d'un jour nouveau ce que tu es. Isbell a proposé que le serpent ne serait pas un danger parmi d'autres dans l'histoire de nos ancêtres, mais l'un des tout premiers, l'un des plus anciens, et surtout l'un des plus constants. Un ennemi si vieux, si présent, si redoutable, que la pression qu'il exerçait sur nos aïeux aurait fini par sculpter notre cerveau lui-même, et jusqu'à notre façon de voir le monde. Pour saisir la force de cette idée, il faut remonter très loin dans le temps, bien avant qu'il n'y ait le moindre être humain sur la Terre. Remonte par la pensée jusqu'à l'époque où nos ancêtres n'étaient encore que de petits mammifères discrets, des créatures de la taille d'une souris ou d'un écureuil, qui se faufilaient dans l'ombre à une époque où régnaient de bien plus grandes bêtes. C'était il y a des dizaines de millions d'années, dans un monde chaud et couvert de forêts, où ces petites créatures menaient une vie prudente, surtout nocturne, à l'abri des regards. Ces petits mammifères, nos très lointains aïeux, avaient déjà des prédateurs. Mais parmi tous ceux qui les guettaient, il en est un qui apparut très tôt, et qui allait les accompagner sans relâche durant des dizaines et des dizaines de millions d'années, le serpent. Le serpent fut, selon cette hypothèse, l'un des tout premiers prédateurs sérieux de nos ancêtres mammifères, l'une des premières grandes menaces auxquelles ils durent apprendre à échapper. Longtemps avant les grands félins, longtemps avant les rapaces, il y eut le serpent, tapi dans les feuilles, guettant dans les branches, se coulant sans bruit dans les terriers. Prends un instant, dans la douceur de cette nuit, pour te glisser dans la peau d'un de ces petits ancêtres, car cela t'aidera à comprendre ce que tu portes en toi. Imagine que tu es cette créature minuscule, tapie dans la ramure d'un arbre, au cœur d'une forêt tiède, il y a des dizaines de millions d'années. Tout, autour de toi, est vert, humide, foisonnant, plein de bruissements et d'ombres mouvantes. Le feuillage est si dense que la lumière n'y descend qu'en taches tremblantes. Et parmi ces mille formes enchevêtrées, ces lianes, ces branches, ces racines aériennes, il en est une qui n'est pas ce qu'elle paraît. Une liane qui, soudain, se déplace, une branche qui, sans bruit, se lève. Le serpent est là, quelque part,
confondu avec le décor, patient, immobile durant des heures. Pour survivre dans ce monde, il te faut un regard qui ne se laisse pas tromper, un œil capable de repérer, dans cet entrelac, la seule chose qui ne devrait pas y être. Il te faut voir la menace là où elle se cache, distinguer le vivant de l'inerte, le prédateur de la branche. Voilà l'école où s'est forgé, au long d'un temps immense, le regard que tu portes aujourd'hui. Chaque fois que ton œil accroche, aujourd'hui, une forme suspecte dans un buisson, c'est cette vieille école qui parle encore en toi. Songe à cette ancienneté, car elle est la clé de tout. Les premiers serpents capables d'avaler ces petits mammifères, les grands constricteurs qui étouffent leurs proies dans leurs anneaux, seraient apparus il y a très longtemps, à une époque où nos ancêtres commençaient tout juste leur histoire. Et bien plus tard, il y a quelques dizaines de millions d'années, une seconde vague de serpents survint, plus terrible encore. Les serpents venimeux, ceux qui tuent non plus en étouffant, mais en injectant, d'une seule morsure, un poison foudroyant. Face à ces nouveaux ennemis, la vieille prudence ne suffisait plus. Contre un constricteur, on pouvait espérer se débattre, se libérer des anneaux. Mais contre le venin, une seule morsure pouvait être fatale, et il n'y avait plus aucune seconde chance. La seule défense, désormais, c'était de ne jamais se laisser mordre. Et pour ne jamais se laisser mordre, il fallait voir le serpent avant lui, le repérer de loin, le distinguer parmi les branches avant d'avoir posé la main ou le pied sur lui. La détection devint une question de vie ou de mort, et cette exigence, disait Isbelle, aurait poussé le regard de nos ancêtres vers une finesse toujours plus grande. Ce qui se joua alors, sur des durées que l'esprit peine à concevoir, ressemble à une longue partie muette entre le serpent et le primate, une lente poursuite où chacun perfectionnait ses armes. D'un côté, les serpents devenaient toujours plus habiles à se cacher, à se fondre dans le décor, à revêtir les couleurs des feuilles mortes et les motifs de l'écorce, à effacer leur silhouette dans le fouillis du sol. De l'autre, les primates aiguisaient sans cesse leur regard, apprenaient à percer ses camouflages, à débusquer la forme sinueuse malgré tous ses déguisements. Chaque progrès du serpent dans l'art de disparaître appelait un progrès du primate dans l'art de voir, et chaque progrès du primate poussait le serpent à se cacher mieux encore. Ainsi, de proche en proche, au fil d'innombrables générations, le regard de nos ancêtres se serait affiné, spécialisé, jusqu'à devenir cet instrument d'une finesse rare que tu portes aujourd'hui derrière tes yeux. Cette longue poursuite silencieuse n'avait ni vainqueur ni fin. Elle se poursuivait de siècle en siècle, de vie en vie, gravant peu à peu, dans la chair même du cerveau, la trace de cette vieille rivalité. Et quelque chose de cette gravure, peut-être, veille encore en toi cette nuit, prête à s'éveiller devant la moindre ligne ondulante au sol. Car le serpent est un ennemi d'un genre très particulier, un ennemi contre lequel les défenses ordinaires ne servent presque à rien. Il ne poursuit pas, il ne court pas. Il attend, immobile, tout à fait fondu dans son décor, confondu avec les branches et les feuilles mortes. Sa force n'est pas dans la vitesse de la course, mais dans le secret de l'embuscade. Contre un prédateur qui charge, on peut fuir. Mais contre un prédateur invisible, tapis et patient, la fuite ne sert à rien si l'on ne l'a pas d'abord repéré. La seule défense qui vaille, contre le serpent, c'est de le voir. De le voir vite, de le voir tôt, de le distinguer parmi les branches avant qu'il ne frappe. Et c'est là, disait Isbelle, tout le cœur de son hypothèse. La nécessité de repérer les serpents, très vite et de très loin, aurait poussé nos ancêtres à développer une vision toujours plus fine, toujours plus prompte à débusquer une forme sinueuse dans le fouillis du feuillage. Songe à ce que cela veut dire, si cette idée est juste. Cela voudrait dire que nos yeux si perçants, notre vision si détaillée, notre étonnante capacité à distinguer les formes et à repérer d'un coup ce qui cloche dans un paysage, tout cela aurait été affûté, en partie, par la longue fréquentation des serpents. Que le serpent, ce vieil ennemi, aurait été l'un des sculpteurs secrets de notre regard. Isbelle faisait remarquer que les primates, notre grande famille, ont des yeux d'une qualité exceptionnelle. Des yeux tournés vers l'avant, qui se chevauchent pour donner le relief, une vision des couleurs très riche, une acuité remarquable pour le détail proche. Toute chose fort utile, justement, pour débusquer un serpent immobile, camouflé, à courte distance, dans l'entrelac des feuilles et des branches. Et plus encore, cette voix rapide dont je te parlais, cette voix basse qui passe par le pulvinar et file vers l'amygdale, aurait pu être renforcée, spécialisée,
réglés au fil du temps pour réagir avant tout à la silhouette du serpent. Comme si l'évolution avait installé, au plus profond de notre cerveau, un détecteur ancien et spécialisé, un guetteur dont la seule tâche serait de crier serpent à la moindre forme ondulante entrevue dans l'herbe. Je veux, à cet instant, être tout à fait honnête avec toi, car je ne veux jamais te tromper, même dans la douceur de cette nuit. Cette théorie de la détection des serpents est une hypothèse. Une hypothèse sérieuse, soutenue par de nombreux indices, discutée avec respect par les chercheurs, mais une hypothèse tout de même, et non une vérité gravée dans le marbre. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur son ampleur, sur sa portée exacte, sur la part qu'il faut vraiment attribuer au serpent dans l'évolution de notre vision. Certains pensent que d'autres pressions ont compté tout autant, ou davantage, la cueillette des fruits mûrs, qui demandait aussi une bonne vue des couleurs, ou la vie sociale, ou la chasse aux insectes. Le débat reste ouvert, comme il se doit dans une science vivante et honnête. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette hypothèse, loin d'être une simple rêverie, a inspiré des expériences bien réelles, et que ces expériences ont livré des résultats qui, sont troublants, et qui donnent à réfléchir dans le silence de la nuit. Laisse-moi t'en raconter une, car elle est au cœur de notre histoire, et elle nous ramène tout droit à notre petit héros, le Pulvinar. Il y a une dizaine d'années, une équipe de chercheurs, parmi lesquels se trouvait la même Lynn Isbell aux côtés d'un neurophysiologiste nommé Van Lee et de leurs collègues, a voulu mettre l'hypothèse à l'épreuve, non plus par le raisonnement, mais par la mesure directe. Ils ont travaillé avec des singes, des macaques, ces cousins qui partagent avec nous une grande part de l'architecture du cerveau. Et ils ont fait quelque chose de délicat et de patient. Ils ont écouté, un à un, les neurones du pulvinar de ces singes. Écoutez, oui, car les cellules de ton cerveau, quand elles s'activent, émettent de minuscules signaux électriques que l'on peut capter, mesurer, compter, comme on compterait les battements d'un cœur. Les chercheurs ont donc guetté ces petites décharges, tandis qu'ils montraient aux singes toutes sortes d'images, pour voir lesquelles réveillaient ces cellules et à quelle vitesse. Et voici ce qu'ils ont découvert, ce qui donne à cette histoire tout son sel. Parmi les neurones du pulvinar, il s'en trouvait un certain nombre qui réagissaient à toutes sortes de choses, mais qui s'allumaient plus vite et plus fort devant les images de serpents que devant les autres. On leur montrait des visages de singes, des mains, de simples formes géométriques, et ces neurones répondaient un peu. Mais qu'on leur présente l'image d'un serpent, une forme lobée, écailleuse, menaçante, et les mêmes neurones se déchaînaient, s'allumant avec plus d'intensité, et surtout avec plus de promptitude, avec une rapidité qui laissait les autres images loin derrière. Comme s'il existait vraiment, dans ce petit coussin nerveux, des cellules réglées pour bondir à la vue d'un serpent, plus promptes à s'alarmer devant lui que devant n'importe quoi d'autre. Comme si, dans le cerveau du singe, dormait un guetteur ancien, spécialisé, qui n'attendait que la silhouette du vieil ennemi pour donner l'alarme. Prends la mesure de ce que cela suggère, sans pour autant en tirer plus que ce qu'il convient. Ces neurones ne prouvent pas à eux seuls toute la théorie. Ils ne disent pas que tout notre regard fut sculpté par les serpents. Mais ils montrent quelque chose de bien réel et de bien concret, que le pulvinar, ce relais de la voie rapide, renferme des cellules qui réagissent avec une vivacité particulière aux serpents, plus qu'à d'autres formes, et cela dès les tout premiers instants, avant même que le lent travail du cortex n'ait pu s'accomplir. Voilà un fait de laboratoire, mesuré, chiffré, qui vient donner corps à l'intuition d'Isbell. Le serpent semble bien avoir, dans l'architecture profonde du cerveau des primates, une place à part, une voie privilégiée, un accès rapide à l'alarme. Et si cela est vrai chez le macaque, notre proche cousin, il n'est pas déraisonnable de penser qu'un écho de ce même dispositif sommeille aussi en toi, cette nuit, tandis que tu m'écoutes du fond de ton lit. Ce petit coussin nerveux, le pulvinar, ne sert d'ailleurs pas qu'à guetter les serpents, et il vaut la peine de le savoir, car cela le rend plus familier. C'est, dans ton cerveau, l'un des grands chefs d'orchestre de l'attention. C'est lui, en grande partie, qui décide vers quoi ton regard se tourne, ce qu'il retient et ce qu'il néglige, ce qui surgit au premier plan de ta conscience et ce qui reste dans le flou de l'arrière-plan. Tout au long du jour, sans que tu t'en doutes, il trie, il aiguille, il oriente, il dirige le faisceau de ton attention comme un veilleur promène le faisceau d'un phare. Et parmi tout ce qu'il surveille, il semble réserver une attention particulière à ce qui pourrait menacer, à ce qui bouge, à ce qui rampe.
As-tu déjà remarqué comme ton œil est happé, malgré toi, par un mouvement soudain à la lisière de ta vision, par une forme qui file, par quelque chose qui glisse au sol? C'est le poulvinard qui tire sur les rênes de ton regard, qui le détourne d'autorité vers ce qui pourrait compter pour ta survie. Il travaille sans relâche, ce veilleur discret, et la plupart du temps il ne sait même pas qu'il est là, tapis au centre de ta tête, à décider pour toi de ce que tu vas voir. Cette nuit, lui aussi peut ralentir, laisser ton regard se poser sans être happé nulle part, se reposer enfin de sa longue veille. Il y a d'ailleurs, du côté des humains, d'autres indices qui vont dans le même sens, et que je veux te dire, car ils sont plus proches encore de ton expérience. Des chercheurs ont voulu savoir si nous, êtres humains, repérions vraiment les serpents plus vite que d'autres choses. Ils ont imaginé des expériences simples et ingénieuses. On montre à des personnes une grille d'images, une mosaïque de photos disposées côte à côte, et on leur demande de trouver, le plus vite possible, l'intrus caché parmi les autres. Quand l'intrus est un serpent dissimulé au milieu de fleurs ou de champignons, les gens le repèrent avec une vivacité remarquable, comme si l'œil était happé, aimanté, tiré aussitôt vers la forme sinueuse. Mais quand l'intrus est une fleur ou un champignon caché parmi des serpents, le repérage est plus lent, plus laborieux. Le serpent, semble-t-il, saute aux yeux, il capte le regard d'une manière que les objets paisibles n'ont pas. Et cela vaut même pour de très jeunes enfants, qui n'ont pourtant guère eu le temps d'apprendre à craindre quoi que ce soit, comme si cette promptitude à repérer le serpent était là bien avant toute leçon. Il est un autre indice, venu de nos cousins sauvages, que je trouve bien émouvant. Chez certains singes qui vivent en groupe, on a observé quelque chose de remarquable. Ils possèdent, dans leurs cris, une alarme spéciale, réservée aux serpents. Ces singes disposent en effet de plusieurs cris d'alerte distincts, un pour l'aigle qui plane dans le ciel, un pour le félin qui rôde au sol, et un, tout à fait particulier, pour le serpent qui rampe. Et chaque cri déclenche une réponse différente dans le groupe. Au cri de l'aigle, tous lèvent les yeux et se mettent à couvert sous les branches. Au cri du félin, ils grimpent en hâte vers la cime. Mais au cri du serpent, ils se dressent et scrutent l'herbe autour d'eux, cherchant du regard, au sol, la forme sinueuse. Songe à ce que cela révèle. Le serpent occupe, dans l'esprit de ces animaux, une catégorie à part, une case bien à lui, un danger si particulier qu'il mérite son propre signal et sa propre parade. Le serpent n'est pas, pour eux, une menace parmi d'autres, c'est une menace nommée, singulière, inscrite dans le langage même de l'alarme. Et si le serpent tient une telle place dans l'esprit de nos cousins, il n'est guère surprenant qu'il en tienne une, secrète et ancienne, au plus profond du tien. D'autres chercheurs encore, deux savants dont les noms sont Eumann et Mineka, ont étudié de près cette peur si particulière que tant d'êtres humains éprouvent devant les serpents. Ils ont montré une chose subtile et profonde. Nous ne naissons pas, semble-t-il, avec une peur toute faite du serpent, mais nous naissons avec une disposition à la prendre très vite, bien plus vite que pour d'autres dangers. C'est ce qu'ils ont appelé une peur préparée. Montre à quelqu'un, une seule fois, qu'un serpent peut être associé à quelque chose de désagréable, et la crainte s'installe aussitôt, tenace, difficile à défaire. Fais la même chose avec un objet neutre, une fleur, une forme géométrique, et la peur, si elle vient, s'installe avec bien plus de peine et s'efface bien plus vite. Comme si notre cerveau, dès la naissance, tenait le serpent pour un candidat tout désigné à la peur, un vieux suspect qu'il ne demande qu'à condamner. Ce n'est pas la peur elle-même qui serait innée, mais la facilité extrême à la prendre, la pente déjà tracée qui n'attend qu'une occasion pour se creuser. Un très ancien penchant, hérité, qui dort en nous et n'attend qu'un signe pour s'éveiller. Il y a là quelque chose de bien émouvant, quand on y songe. Cette peur préparée, ce n'est pas une faiblesse honteuse, un défaut de courage. C'est un message venu du fond des âges, une lettre écrite par tes ancêtres et déposée en toi avant même ta naissance. Ils ont vécu, eux, dans un monde où le serpent tuait pour de bon, où la moindre inattention pouvait être la dernière. Et de toute cette longue épreuve, de toute cette vigilance payée par tant de vies, il t'est resté ceci. Une facilité à craindre le serpent, un regard prompt à le débusquer, une voix rapide qui bondit à sa silhouette. Tu portes en toi la mémoire d'un danger que tu n'as jamais connu, la trace d'un combat que tu n'as jamais livré, mené par des êtres dont il ne sait rien mais dont il descend en droite ligne. Leur prudence est devenue ton réflexe. Leur peur est devenue ton héritage. Et cet héritage, cette nuit,
ne te menace pas. Il te raconte seulement d'où tu viens. Peut-être comprends-tu mieux, à présent, pourquoi le serpent hante depuis toujours les récits, les rêves et les images des hommes, sur tous les continents et dans toutes les époques. Depuis les temps les plus reculés, dans les mythes des peuples les plus divers, le serpent revient sans cesse, tantôt gardien d'un trésor, tantôt figure de la ruse, tantôt symbole de la mort ou de la renaissance quand il change de peau. On le retrouve lové autour des arbres sacrés, dressé sur les bâtons des guérisseurs, enroulé dans les contes que l'on murmure aux enfants. Il n'est pas d'animal qui ait laissé une empreinte aussi profonde dans l'imaginaire humain. Et l'on peut se demander si cette omniprésence n'est pas, elle aussi, un écho de cette très vieille histoire inscrite dans nos cerveaux. Si le serpent nous fascine et nous inquiète à ce point, si nous le voyons surgir jusque dans nos songes, c'est peut-être parce qu'il occupe en nous cette place ancienne, cette voie privilégiée, ce coin de vigilance que des millions d'années ont creusé. Le serpent de nos mythes ne serait alors que le reflet, à la surface de nos histoires, du serpent tapi dans les profondeurs de notre regard. Mais cette nuit, ni l'un ni l'autre ne peut atteindre. Ils appartiennent l'un au conte, l'autre à la mémoire ancienne, et tous deux te laissent en paix. Songe aussi, dans le calme de cette nuit, que tu n'es pas seul à porter cette vieille gardienne. Elle habite chaque être humain, sur toute la terre. Cette voix rapide, cette promptitude à repérer le serpent, ce petit sursaut devant la forme sinueuse, se retrouve chez tous les peuples, sous tous les cieux, quelle que soit la langue qu'ils parlent ou la contrée où ils vivent. C'est un héritage commun, l'un de ces traits profonds qui unissent tous les hommes par-delà leurs différences. À l'instant même où tu m'écoutes, sur d'autres continents, dans d'autres nuits, d'autres êtres portent en eux la même sentinelle, la même voix secrète, le même petit coussin nerveux prompt à s'alarmer. Nous sommes tous, en cela, les enfants des mêmes ancêtres, les héritiers de la même longue épreuve, marqués par les mêmes vieilles peurs et les mêmes vieilles sauvegardes. Il y a, dans cette pensée, quelque chose de fraternel et d'apaisant. Tu appartiens à une immense famille de veilleurs, tous protégés par la même gardienne intérieure, tous reliés par ce fil ancien qui court d'un être à l'autre à travers l'espace et le temps. Et cette nuit, comme des millions d'autres avant toi et autour de toi, tu peux te reposer en paix sous cette garde partagée. Reviens, avec moi, à ton pied arrêté dans l'herbe, maintenant que tu comprends mieux ce qui s'y joue. Tout devient limpide, et plus troublant encore. La lumière réfléchie par la forme sinueuse est entrée par tes yeux. Elle s'est aussitôt engagée sur les deux voies à la fois. Par la voie lente, elle a commencé son long voyage vers le cortex, ce voyage qui, dans une seconde à peine, te livrera l'image claire et le verdict, branche ou serpent. Mais par la voie rapide, en attendant, elle a filé au ras du cerveau, par le colliculus, par le pulvinar, ce coussin où veillent peut-être ses neurones prompts à s'alarmer devant tout ce qui serpente, et de là jusqu'à l'amygdale, la vieille sentinelle. Et l'amygdale, recevant cette ébauche sommaire, cette silhouette ondulante mal dégrossie, n'a pas attendu. Elle a sonné le tocsin. Elle a figé ton pied, suspendu ton souffle, lancé ton cœur au galop. Tout cela avant que la voix lente n'ait fini sa phrase, avant que tu aies pu dire, ou même penser, le mot serpent. Et c'est là, exactement là, que se tient le vertige que je voulais te faire ressentir cette nuit. Ce n'est pas le vertige du danger, car il n'y a pas de danger, ni dans l'herbe imaginaire ni dans ta chambre bien réelle. C'est un vertige plus intime, plus profond, celui de découvrir qu'une part de toi agit avant toi, décide avant toi, voit avant toi. Que sous le toi qui pense et qui parle, sous le voyageur conscient qui croit tenir les rênes, veille un autre, plus ancien, plus rapide, plus silencieux, qui prend parfois les commandes sans t'en avertir. Tu n'es pas seul, en toi-même. Tu portes en toi une sentinelle héritée d'un passé insondable, une gardienne dont les racines plongent bien avant la naissance, bien avant l'humanité, jusqu'à ces petits mammifères de l'ombre qui apprenaient déjà à se méfier des serpents lovés dans les feuilles. Et cette sentinelle veille toujours, aujourd'hui, en toi, dans le calme même de cette chambre. Il y a, dans cette idée, de quoi ébranler la belle certitude que nous avons d'être les maîtres absolus de nous-mêmes. Nous aimons croire que nous décidons de tout, que rien ne se fait en nous sans notre aval, que le moi conscient règne en souverain sur son royaume intérieur. Et voici que cette petite scène dans l'herbe vient tout remettre en question. Elle révèle que le souverain arrive parfois en retard, que des décisions se prennent en son nom avant qu'il ait seulement été consulté, que le trône de la conscience surplombe des couloirs souterrains où s'affairent, dans l'ombre,
tout un peuple de gardiens anciens. Mais loin de m'inquiéter, cette découverte m'apaise, et je voudrais qu'elle t'apaise aussi. Car elle veut dire que tu n'as pas à tout porter toi-même, que tu n'as pas à être vigilant de chaque instant, que d'autres, en toi, veillent pour toi. Tu peux relâcher un peu à garde consciente, justement parce qu'une garde plus ancienne ne se relâche jamais tout à fait. Mais je veux, à présent, te ramener en douceur du vertige vers la paix, car cette découverte, bien comprise, n'a rien d'inquiétant. Elle a même quelque chose de rassurant, au plus profond. Sonki griega. Cette part rapide de toi n'est pas un tyran capricieux, ni un intrus hostile. C'est une gardienne dévouée, la plus loyale qui soit, qui a un seul but, te garder en vie, te garder entier. Elle ne réclame rien de toi. Elle ne t'inquiète pas de 1000 dangers imaginaires. Elle se tient tapie, silencieuse, et ne se manifeste que dans le rare instant où quelque chose, au sol, ressemble de trop près à une vieille menace. Le reste du temps, elle veille sans bruit, sans peser, sans t'importuner, comme un vieux gardien fidèle qui fait sa ronde pendant que la maison dort. Tu peux lui faire confiance. Elle a fait ses preuves depuis des dizaines de millions d'années, sur d'innombrables générations, dont pas une seule n'aurait survécu sans elle. Te voici, cette nuit, vivant et au chaud dans ton lit, parce que cette gardienne, en toi et en tous tes ancêtres avant toi, a bien fait son travail. Il y a même, dans tout cela, une leçon de douceur pour les nuits où l'inquiétude te tient éveillé. Car cette même machinerie qui te fige devant un serpent est aussi celle qui, parfois, s'emballe sans raison réelle, qui sonne l'alarme pour une ombre, un bruit, une pensée. Quand ton cœur bat trop vite le soir, quand une vague angoisse te serre sans objet, ce n'est souvent que cette vieille sentinelle qui monte la garde avec un peu trop de zèle, qui prend une branche pour un serpent. Et il y a du réconfort à le savoir. Car alors tu peux te dire, avec tendresse plutôt qu'avec effroi, ce n'est que ma vieille gardienne, un peu trop prompte ce soir, il n'y a pas de serpent dans l'herbe, il n'y a que mon lit, ma chambre, la nuit paisible. Et la voix lente, la voix savante, celle qui comprend et qui apaise, peut alors venir poser sa main douce sur l'épaule de la voix rapide, et lui murmurer que tout va bien, qu'elle peut se reposer, elle aussi, cette nuit. Cette idée mérite qu'on s'y arrête, car elle peut changer ta façon de vivre tes propres frayeurs. La peur, tu le vois maintenant, n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas non plus la preuve d'un vrai danger. Elle est seulement le cri d'une gardienne très ancienne, qui fait de son mieux avec les moyens du bord, et qui, à force de préférer la prudence, se trompe souvent. Quand elle sonne, tu n'es pas obligé de la croire aussitôt sur parole. Tu peux l'écouter avec bienveillance, puis attendre que la voix lente rende son verdict, et le plus souvent, ce verdict sera doux. Pas de serpent, pas de danger, rien qu'une ombre, rien qu'un bruit de la maison qui se refroidit, rien qu'une pensée qui passe. Apprendre à ne pas s'affoler de sa propre alarme, à laisser à la voix lente le temps de parler, c'est peut-être l'un des plus beaux apaisements que cette connaissance puisse t'offrir. Ce soir, si une inquiétude monte, tu sauras d'où elle vient, et tu pourras lui répondre avec calme. Merci de veiller, mais cette nuit, il n'y a rien à craindre. Reviens un instant à la scène de l'herbe haute, mais cette fois, allons jusqu'à son dénouement, jusqu'à cet instant que nous n'avons pas encore goûté, le moment du soulagement. Car une seconde a passé, et voici que la voix lente rend enfin son verdict. Le cortex a démêlé la forme, comparé les contours, reconnu le motif. Et le mot tombe, apaisant, ce n'était qu'une branche. Une simple branche tombée là, tordue, sinueuse, mais inerte, inoffensive, sans le moindre danger. Alors, en toi, tout se dénoue d'un coup. L'alarme s'éteint. Tes muscles, qui s'étaient raidis, se relâchent d'un seul mouvement. Ton souffle, qui s'était suspendu, repart, plus ample. Ton cœur, peu à peu, retrouve son allure paisible. Et une vague de détente, presque de douceur, se répand dans tout ton corps, ce délicieux relâchement qui suit la fausse alerte. Connais-tu cette sensation? Ce moment où l'on comprend qu'il n'y avait rien à craindre, et où la tension retombe comme une vague qui se retire? C'est l'un des plus doux soulagements qui soit, et il te rappelle une chose précieuse. La plupart des alarmes de la vie sont des fausses alarmes. La plupart des branches restent des branches, et derrière la peur qui monte se cache, presque toujours, le calme qui la suit. Cette nuit, laisse-toi habiter par ce calme d'après l'alarme, ce relâchement profond où le corps, rassuré, se remet à respirer en paix. Repense un instant,
avant que le sommeil ne te gagne, à l'immensité de temps que tu portes en toi sans le savoir. Cette voie rapide, ce pulvinar, cette amygdale, ne sont pas des inventions récentes, des ajouts de ta courte existence. Ce sont des legs, transmis de vie en vie, de corps en corps, à travers un fleuve de générations si long qu'il se perd dans la nuit des temps. Chacun de tes ancêtres, jusqu'au plus lointain petit mammifère de l'ombre, a porté en lui une version de cette même gardienne, et l'a transmise à sa descendance parce qu'elle l'avait, elle, gardée en vie. Tu es le dernier maillon, pour l'instant, d'une chaîne ininterrompue de survivants, dont pas un seul n'a manqué le serpent une fois de trop. En toi se prolonge, cette nuit encore, une vigilance née il y a des millions d'années, sous des soleils que nul œil humain n'a jamais vus, dans des forêts depuis longtemps disparues. Tu es un pont vivant jeté par-dessus cet abîme de temps, et la gardienne qui veille en toi est plus vieille que les montagnes que tu connais. Il y a, dans cette pensée, quelque chose qui devrait emplir non d'effroi mais d'une paix reconnaissante. Tu n'es pas un être isolé, surgi de nulle part, seul face au monde. Tu es tissé d'héritages, chargé de dons anciens, protégé par des sagesses que tu n'as pas eu besoin d'apprendre parce que d'autres, avant toi, les ont apprises pour toi, au prix de leur survie. La peur des serpents, si tu la ressens parfois, n'est pas une faiblesse ni un caprice. C'est un cadeau, un très vieux cadeau, offert par tous ceux qui t'ont précédé pour que tu vives. Et cette nuit, dans la sécurité de ta chambre, tu peux accueillir ce cadeau avec gratitude, sans avoir à t'en servir, comme on garde avec soin un vieil outil dont on n'a plus besoin mais qui rappelle tout le chemin parcouru. Cette gardienne des serpents, d'ailleurs, n'est pas seule en toi. Elle a des sœurs, d'autres vieilles sentinelles héritées du même fond des âges, et il est doux de les reconnaître aussi. Il y a cette autre peur ancienne, celle du vide, qui te saisit au bord d'une falaise et te fait reculer d'un pas avant même que tu réfléchis. Une gardienne, elle aussi, qui t'a gardé de la chute depuis que tes ancêtres grimpaient aux arbres. Il y a cette méfiance devant l'obscurité, devant les grands espaces découverts, devant certains bruits soudains dans la nuit. Il y a ce dégoût très vif devant ce qui pourrait te rendre malade, cette grimace involontaire devant une chose gâtée, qui t'a protégé des poisons et des maladies. Toutes ces réactions, si promptes, si involontaires, sont autant de gardiennes anciennes, autant de messages d'amour venus de tes aïeux, autant de manières que la vie a trouvé de veiller sur toi à travers le temps. Tu es entouré, au-dedans, d'un petit peuple de protecteurs silencieux, qui ne demandent qu'à te garder en vie, et qui, cette nuit, n'ont rien à signaler. Il y a d'ailleurs quelque chose de touchant dans le décalage entre ces vieilles gardiennes et le monde où tu vis désormais. Elles ont été façonnées pour un monde de forêts, de serpents, de prédateurs à l'affût, un monde de dangers immédiats et physiques. Mais toi, tu vis dans un tout autre monde, un monde de villes, de lumière douce, de chambres chaudes, où le serpent ne rôde plus dans l'herbe et où les vraies menaces sont d'une nature bien différente. Alors, parfois, ces gardiennes anciennes s'égarent un peu. Elles s'affolent pour des choses qui n'ont rien à voir avec les périls d'autrefois. Un message resté sans réponse, une échéance qui approche, un souci qui tourne dans ta tête le soir venu. Elles traitent ces tracas modernes comme elles traiteraient un serpent dans les feuilles, avec le même emballement du cœur, la même tension du corps, la même vigilance inquiète. Et il y a du réconfort à le comprendre, car cela te donne, sur tes propres angoisses, un regard plus tendre. Quand ton corps s'alarme, le soir, d'un souci qui, au fond, ne met pas ta vie en danger, tu peux dire que c'est la vieille gardienne qui confond, une fois de plus, une ombre avec un serpent. Tu peux la remercier de son zèle, puis lui apprendre, avec douceur, qu'ici, dans ce monde-ci, dans cette chambre-ci, elle peut se reposer. Le serpent n'est plus dans l'herbe, il n'y a plus, autour de toi, que la nuit paisible. Et il y a, dans tout cela, une pensée que je trouve consolante par-dessus tout. Ce regard si fin, cette acuité qui te permet de repérer un serpent dans les feuilles, c'est aussi le même regard qui te permet de voir la beauté du monde. Le même œil perçant qui débusquait le danger dans le feuillage, c'est aussi contempler la délicatesse d'une fleur, la nervure d'une feuille, le jeu de la lumière sur l'eau, le visage aimé penché sur toi. La vision que la peur a aiguisée jadis te sert aujourd'hui à admirer, à t'émerveiller, à aimer ce que tu vois. Ainsi, ce que le serpent a contribué à façonner en toi ne se réduit pas à la crainte. C'est un don bien plus vaste, le don de voir clair, de voir loin, de voir le beau. La même finesse qui te faisait trembler te fait aussi t'émerveiller.
Et c'est là, peut-être, la plus belle façon de faire la paix avec cette vieille histoire. Comprendre que la peur ancienne et l'émerveillement présent sont les deux fruits d'un même arbre, les deux visages d'un même regard, ce regard prodigieux que des millions d'années ont poli pour toi, et par lequel, cette nuit encore, tu peux contempler la douceur des choses avant de fermer les yeux. Laisse-moi maintenant te reconduire, sans hâte, de l'herbe haute du crépuscule vers la tiédeur de ton lit, vers le poids doux de ton corps sur le matelas, vers le drap frais contre ta peau. Il n'y a, ici, aucune forme sinueuse au sol, aucune ombre à guetter, aucune menace tapie dans la pénombre. Il n'y a que la nuit calme, ta chambre close, et le silence bienveillant qui t'enveloppe. Ta vieille gardienne le sait bien, elle qui a scruté toute la pièce sans y rien trouver d'alarmant. Elle peut relâcher sa garde. Ton cœur peut ralentir son allure, ton souffle peut s'apaiser, tes muscles peuvent se dénouer, un à un, et se laisser aller enfin dans le grand repos de la nuit. Il n'y a plus rien à surveiller. Il n'y a plus qu'à se reposer, à te confier au lit qui te porte, à la nuit qui te garde. Et tandis que tu glisses vers le sommeil, garde en toi, comme une chaleur douce, cette image de tes deux vitesses réconciliées. La voix rapide, la vieille gardienne, qui se retire enfin dans son coin d'ombre, sa ronde achevée, rassurée qu'il n'y ait, cette nuit, aucun serpent nulle part. Et la voix lente, la voix savante, celle qui comprend, qui apaise, qui raconte, qui elle aussi cesse peu à peu son travail, laisse retomber les images du jour, dénoue les pensées, éteint une à une les lumières de la conscience. Toutes deux se taisent ensemble, dans le calme retrouvé, comme deux gardiens d'un même phare qui, la tempête passée, s'assoient enfin côte à côte et laissent la nuit tranquille faire son œuvre. Tu peux confier à elles sans crainte. Elles veilleront, à leur façon discrète, pendant que tu dormiras, prêtes à se réveiller au moindre besoin, mais si douces, cette nuit, si tranquilles, qu'elles ne te troubleront pas. Il y a d'ailleurs, entre le sommeil et cette vieille vigilance, un lien secret et touchant, sur lequel je veux que tu t'attardes un instant. Car pour dormir, vraiment dormir, il faut consentir à baisser la garde. Il faut relâcher cette vigilance qui, le jour, te tient prêt à réagir. Le sommeil est un acte de confiance. C'est accepter de fermer les yeux, de ne plus surveiller, de s'en remettre au monde et de le croire, pour quelques heures, assez sûr pour qu'on s'y abandonne. Nos ancêtres ne pouvaient s'endormir qu'à l'abri, dans un creux protégé, un terrier, une hauteur inaccessible, un lieu où la vieille sentinelle acceptait enfin de se taire. Le sommeil n'était possible que là où la peur pouvait se reposer. Et il en va de même pour toi, cette nuit. Si tu peux glisser vers le sommeil, c'est que ta gardienne, au fond de toi, a jugé les lieux sûrs. Pas de serpent dans l'herbe, pas de prédateur dans l'ombre, rien qu'une chambre close et un lit chaud. Ton sommeil qui vient à la preuve même de ta sécurité, le signe que la vieille alarme s'est tue, satisfaite. Tu peux y abandonner sans réserve, car cette part de toi qui veille depuis des millions d'années te dit, à sa façon silencieuse, que tout va bien, que tu es en sûreté, que tu peux enfin te laisser aller. Il y a une dernière chose que je veux déposer en toi, tout en douceur, avant que tu ne t'endormes. C'est que ce vertige de découvrir qu'une part de toi agit avant toi n'est pas, au fond, une raison de te sentir dépossédé de toi-même, mais bien plutôt une raison de te sentir vaste, habité, riche d'une profondeur que tu ne soupçonnais pas. Tu es bien plus qu'une seule voix, bien plus qu'un seul regard. Tu es un accord de plusieurs présences, un dialogue entre l'ancien et le nouveau, entre le rapide et le lent, entre la sentinelle silencieuse et le penseur qui nomme le monde. Et toutes ces voix, en toi, œuvrent ensemble, cette nuit comme toujours, à te porter, à te garder, à te tenir en vie. Il n'y a rien à craindre de cette profondeur. Elle est ta maison, elle est ce qui te tisse, et elle te berce, cette nuit, comme elle a bercé tous les vivants avant toi. Repose-toi sur cette certitude douce, tu n'as pas à porter seul le poids de ta propre veille. Depuis toujours, quelque chose en toi veille à ta place, sans que tu aies à y penser, sans que tu aies à t'en occuper. Cette part ancienne ne réclame de toi ni effort ni attention. Elle fait son travail dans l'ombre, avec fidélité, que tu dormes ou que tu veilles. Et cette nuit, tu peux te reposer d'autant mieux que tu sais désormais qu'elle est là. Comme l'enfant s'endort sans crainte parce qu'il sait qu'un parent veille dans la maison, tu peux endormir sans crainte parce qu'au fond de toi veille cette gardienne immémoriale, plus attentive et plus fidèle que tu ne l'as jamais été toi-même. Tu peux lui confier la garde et lâcher prise. Tu peux cesser de surveiller, cesser de tenir, cesser de contrôler, et te laisser porter,
comme on se laisse porter par une eau tranquille qui vous soutient sans effort. Il n'y a rien à faire, cette nuit, rien à retenir, rien à craindre, seulement se laisser aller, en toute confiance, à ce sommeil que la vieille sentinelle, rassurée, t'autorise enfin. Alors laisse ton esprit se reposer sur cette pensée douce, sans plus chercher à rien comprendre. Tu n'as rien à retenir, rien à saisir, rien à surveiller. Sache seulement qu'au plus profond de toi veille une très ancienne bienveillance, une gardienne fidèle, née d'un temps immense, qui t'a accompagné jusqu'ici et qui t'accompagnera encore. Sache que la forme sinueuse dans l'herbe, si elle a le pouvoir de te figer d'un coup, a aussi celui de te rappeler à quel point tu es le fruit d'une longue et patiente tendresse de la vie envers elle-même, qui a pris soin, de génération en génération, de garder les siens vivants. Et cette tendresse-là veille encore sur toi cette nuit, dans le silence de ta chambre, tandis que tu te laisses descendre, sans hâte, vers les profondeurs douces et sûres de ton sommeil. Repose-toi, maintenant. Laisse l'herbe haute, le crépuscule, la forme sinueuse et la vieille alarme s'éloigner en douceur, comme un souvenir qui se dissout dans la brume. Il n'y a plus de serpent, il n'y a plus de guet, il n'y a plus que la nuit tranquille et ton lit qui te porte. Ta gardienne veille sans bruit, et tu peux, en toute confiance, lui laisser la garde et t'abandonner enfin au repos. Le seul chemin qu'il te reste à suivre cette nuit ne mène vers aucun danger. Il mène seulement, marche après marche, vers le fond doux et paisible de ton propre sommeil. Bonne nuit.